Voilà. J'ai combien de temps? Une demi-heure? Bon, oui, si c'est une demi-heure à la Prévost, non, mais une demi-heure, une vraie demi-heure, oui, largement. Non, si, 45 minutes, c'est tout à fait possible. Merci. Donc, je dois vous... Le micro marche. Oui, mais, pardon, excusez-moi. Donc, ça finit par marcher. Voilà, je veux donc vous parler des débats économiques autour des politiques climatiques. Alors, je vais vous expliquer d'abord un petit peu comment je suis tombé dans les politiques climatiques. Au début des années 2000, j'avais allé à une réunion de physiciens, ça m'avait intéressé. Et ensuite, j'ai été nommé au Conseil d'analyse économique, et on m'a dit, comme tu viens d'être nommé, il faut que tu choisisses il faut que tu fasses un rapport, mais tu choisis le thème. J'ai dit, je vais essayer de réfléchir sur le problème des politiques climatiques, et ça donnait cet ouvrage qui s'appelle Kyoto et l'économie de l'effet de serre, qui vous parle du point de vue économique sur la politique climatique en général. Donc, qui est assez ancien. C'est un rapport que j'avais présenté sous forme provisoire à M. Jospin et sous forme définitive à M. Raffarin. Donc, quoi, on peut être éclectique. J'ai deux chapitres, je ne sais pas si je vais pouvoir traiter les deux. Le premier, c'est la discussion chez les économistes de la politique climatique. Alors, par la politique climatique, je veux dire l'intensité, qu'est-ce qu'il faut faire, et la chronologie, quand est-ce qu'il faut agir, etc. Et là, il y a tout un débat dont je vais vous donner quelques éléments que j'avais présentés l'an dernier au colloque de rentrée du Collège de France. Je vais essayer de faire un peu plus rapidement. Et ensuite, je vous parlerai, si j'ai le temps, des outils de la politique climatique. Taxes ou marché, prix pour le carbone ou pas prix pour le carbone. Une série de questions qui ont été évoquées hier, qui ont été évoquées à nouveau aujourd'hui. Kyoto, notre Kyoto, mais je ne pense pas que j'aurai le temps de traiter ces questions à fond. Alors, j'avais commencé par mon entrée dans le domaine. Je termine par, ici, c'est le dernier ouvrage que j'ai commis sur la politique climatique, qui est sorti il y a un peu plus de 18 mois, qui est un ouvrage de dialogue avec Nicolas Stern, qui est bien connu dont je reparlerai tout à fait, mais le rapport Stern est très connu, et qui s'appelle « Deux économistes face aux enjeux climatiques », dont je vous recommande la lecture. Publicité gratuite. Ou en tout cas, vous trouverez des choses qui vont au-delà de ce que je vais vous dire aujourd'hui sur toutes ces questions. Alors, vous allez me dire pourquoi vous économistes, vous intéressez à cette question. Vous êtes un tout petit peu dérangeant dans cette affaire. Nous avons en fait dans la Constitution française un principe qui s'appelle le principe de précaution, qui nous dit ce qu'il faut faire. Alors je prends ici la version de la loi Barnier du principe de précaution. L'absence de certitude compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ne doit pas retarder l'adoption de mesures appropriées visant à prévenir des dommages graves et irréversibles à l'environnement. Alors, comme vous le voyez, c'est quand même assez vague, parce que qu'est-ce que ça veut dire prévenir des dommages graves et irréversibles à l'environnement en matière climatique? Est-ce qu'il faut arrêter les émissions? Il faut les stabiliser? Et alors, le dernier alinéa de la loi Barnier dit à un coût économique acceptable. Donc, si vous croyez au principe de précaution, vous croyez que ce n'est pas l'économiste qui doit vous éclairer. Qu'est-ce que c'est un coût économique acceptable? Les économistes sont beaucoup guidés là-dessus, juste ou fausse. Donc, si le principe de précaution renvoie la balle, c'est du moins ce que pensent les économistes, mais ce n'est pas tout à fait absurde à la lecture du texte, renvoie la balle dans leur camp. Alors, les versions anglophones du principe de précaution disent des choses voisines, puisqu'elles parlent de cost-effective measure. Cost-effective measure, c'est économique acceptable, c'est très proche. Et donc, je vais vous parler un petit peu du calcul économique, puisque je vais croire que je suis mandaté par le principe de précaution pour vous présenter le calcul économique des politiques climatiques. Alors, comment je vais faire? Alors, si je fais un calcul économique, c'est très standard, bien sûr. On fait un calcul économique pour essayer pour éclairer les décisions de politique économique. Qu'est-ce qu'on met? On met d'abord les coûts. Alors, quels sont les coûts de l'action politique climatique? C'est mettre au point des investissements décarbonés.
Deuxièmement, il faut mettre en évidence les avantages. Alors, quels sont les avantages d'une politique climatique? C'est qu'elle évite des dégâts. Je vais vous en parler assez longuement. Et il y a une dimension très importante, et qui en particulier dans le problème climatique est essentielle, hein, c'est qu'elle conduit à faire des arbitrages dans le temps, qui sont des arbitrages longs, des arbitrages intergénérationnels. Dans le problème climatique aussi, la question se complique parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes évidemment sur les coûts, il y a beaucoup d'incertitudes sur la nocivité du changement climatique, hein, sur les dégâts qu'il procure, les dommages qu'il procure, et puis il y a beaucoup d'incertitudes sur le sort des générations futures. Parce qu'au fond, les générations futures, un petit peu. Donc les questions qu'il y a derrière, donc ça c'est l'arrière-plan, bah, c'est quand agir, comment agir. Hein. Et je vais regarder ces questions en faisant abstraction du détail des outils de politique économique. En regardant les choses vraiment assez haut, je reparlerai des outils de politique économique tout à l'heure. Alors les entrées du calcul. Alors les moyens d'action des politiques climatiques, je ne vais pas m'attarder là-dessus, vous les connaissez aussi bien que moi, ou certainement même mieux que moi, hein, comment réduire les émissions de gaz carbonique, revenir à un mode de vie pré-industriel, ça ne suffirait pas, mais on ne peut pas oublier cette idée. Bon, et puis avec les moyens, avec les technologies existantes, les technologies sans carbone, et le problème du progrès technique et des nouvelles technologies, je n'ai rien à dire là-dessus de particulièrement original que vous ne sachiez pas. Alors je vais vous donner par exemple un exemple de calcul économique partiel. Calcul économique partiel tel que le font les économistes. Je ne vais pas le commenter, hein, il mériterait d'être commenté, il est extrêmement intéressant, etc. Je crois que c'est des graphiques tirés d'une étude du BC, Post-Consulting Group. Mais c'est un exemple de calcul économique. Là, vous regardez par secteur, vous regardez par secteur et vous fixez un coût de la tonne de carbone, un coût de la tonne de CO2. Je crois que c'est en tonne de CO2 par dollar. C'est-à-dire, vous dites, voilà, imaginez que je valorise le fait que je diminue les émissions d'une tonne de CO2 soit à 20 $ la tonne, soit à 50 $, soit à 100 $. Je regarde le secteur qui, ici, est le secteur de l'énergie, hein, et puis je regarde alors les petites boîtes dans des couleurs différentes, parce qu'il y en a qui concernent l'Europe, les pays industrialisés, les autres le reste du monde, etc. Vous ne décrivez pas, mais, et je regarde, vous voyez bien, par exemple, si vous voyez la première petite boîte, hein, elle me dit que... Je peux le dire ici. Elle me dit que si je mets la tonne de CO2 à moins de 20 $, je regarde maintenant en ordonnée, hein, j'aurai une réduction dans le monde en gigatonnes de CO2 équivalent. Alors là, on peut parler évidemment de ppmv de CO2, comme l'a fait M. Berger, de ppmv de CO2 équivalent. Oui, merci. Vous voyez que j'aurai 2 gigatonnes de CO2 équivalent par an. Par contre, si je mets à 50 €, j'aurai beaucoup plus, et à 100 €, j'aurai un tout petit peu plus. C'est intéressant dans le secteur des transports parce que selon cette étude, hein, je ne vais pas la commenter, mais à peu près toutes les réductions intéressantes, elles sont faites dès qu'on a une valeur de la tonne de CO2 qui est à 20 €. Si vous augmentez, ça ne fait pas beaucoup de différence, etc. On pourrait commenter tout ceci, il y a beaucoup à discuter sur chacun de ces chiffres, mais je voulais... Votre batterie est faible. L'électricité n'est pas effaçable. On fait des économies d'énergie.